On passe maintenant à Fred Bastien. Sur ici Radio-Canada Première, vous écoutez Penelope McQuaid. Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano-Fafard quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Et là, on devrait tous regarder vers la gauche. Parce que dans, dans une galaxie près de chez vous, c'était ça qui se passait. Alors, quelle tendance, Fred Bastien, vous voulez illustrer avec cet extrait? Premièrement, ça fait donc du bien d'entendre cette introduction. Une émission culte pour les Québécois dans une galaxie près de chez vous. Pour les gens de ma génération, c'est pas juste une émission de comédie qui nous a accompagnés toute notre jeunesse, mais c'est aussi une première réflexion sur l'espace, sur l'environnementalisme. C'est criant de vérité encore, cette narration aujourd'hui, puis ça prouve qu'il y aura toujours des environnementalistes, puis il y en a toujours eu aussi, puis c'est toujours un enjeu auquel on doit se confronter maintenant. Cette semaine, la NASA annonçait qu'ils ont découvert une planète quelque part où il y avait de la vapeur d'eau. Donc on est toujours à la course à la nouvelle planète habitable. Il y a Elon Musk qui veut peut-être coloniser Mars. Bref, mon point est le suivant. Un petit gars qui grandit dans une galaxie près de chez vous se fait parfois inviter à la NASA à 2 reprises. Je suis allé à l'Agence spatiale canadienne à 2 reprises maintenant. Et bref, ça a été formateur pour moi et pour plein de gens de ma génération. Ça nous a ouvert sur l'espace et sur la métacritique aussi, parce que c'est une émission qui remet beaucoup en question les codes des sitcoms habituels. Puis ça fait du bien d'avoir une création québécoise comme ça qui nous parlait honnêtement des codes télévisuels et de l'espace dans l'humour. Qui faisait vraiment appel à l'intelligence. Exact. Et j'espère que ça nous est resté. L'intelligence et la stupidité aussi. Hein. C'est toujours un peu les deux. C'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Il faut être très intelligent pour bien saisir la stupidité. Exact. Et c'est pas juste une excellente nouvelle pour les fans de la série, ce retour de Dans une galaxie près de chez vous. En fait, on a annoncé qu'on retournait à l'écriture, on espère aller en financement, ça sera un 3e film qui arriverait éventuellement. Mais c'est aussi une tendance parce que la nostalgie milléniale, ça vaut cher, mesdames et messieurs. Parce qu'on pense au fait que, ben là, moi, c'est ma génération qui va redécouvrir ces codes en tant qu'adulte. Ça nous fait penser à Disney, peut-être un peu, qui sort Le Roi Lion et Aladdin cet été. Toy Story 4, tous des films cultes de mon enfance. Certaines compagnies traditionnelles qui parfois ont de la difficulté à aller percer le marché des milléniaux et des jeunes se disent « Ouais, mais là, on les a déjà eus en tant qu'enfants. On va les avoir une nouvelle fois en leur rappelant à quel point c'était donc le fun. » Et on peut penser au phénomène Pokémon Go aussi, par exemple, qui a surfé sur la nostalgie des milléniaux. On peut penser à toutes les fois où on essaie de nous rappeler à quel point notre enfance était extraordinaire. C'est fascinant de voir que sur Internet, on fait le retour à l'analogue. Tu sais, oui, les vinyles, là, c'est très populaire, là, puis les gens s'achètent des vinyles. Là. On en parlait justement avec Marc Cassivi cette semaine, les ventes, l'argent récolté des ventes de vinyles va dépasser celui des CD. Et où ces gens achètent-ils ces vinyles-là, Penelope? Sur Internet. Alors, c'est fascinant que l'Internet propulse la culture du vintage. Par exemple, je voyais une photo Instagram cette semaine. C'est une jeune fille populaire qui nous montre sa nouvelle montre, une espèce de Timex digne de ce que je portais au primaire, énorme, avec l'espèce de couleur verte dans l'écran. Bref, nostalgie immédiate. Et où partage-t-elle cette nouvelle trouvaille vintage? Sur Instagram. Mais excuse-moi de t'interrompre, je trouve ça super. Je suis comme partagée parce que la nostalgie de gens qui ont comme 28, 29 ans. Exact. C'est fascinant. Puis il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Une de celles que j'ai lues, puis j'y reviendrai, mais c'est que en 2008, quand la plupart des vieux milléniaux comme moi, parce que moi je suis un vieux millénial, je suis né en 88, donc je suis comme un peu à la frontière des X et des milléniaux. Les millénarios, c'est pas ceux qui sont nés au des années 2000? Ah oui, merci de dire Ario, j'avais oublié que j'allais me faire taper ses doigts si je disais pas millénario. C'est une bonne affaire. Merci, je salue tous les gens qui aiment le français à la maison, ma mère notamment qui va me reprendre là-dessus. Mais bref, oui, ce qui est fascinant, c'est qu'au moment où les vieux milléniaux sont arrivés sur le marché du travail, surtout aux États-Unis, c'était comme 2008, on parle d'une grosse crise économique, donc ils ont subi un gros stress économique et la période d'avant était une période assez faste pour cette génération-là, où ils vivaient chez leurs parents, où ils écoutaient la télévision, où il n'y avait pas vraiment de guerre, il n'y a pas de choses très, très, très graves qui se passaient ici, chez nous. Donc,
le choc qui a été fait par l'arrivée sur le marché du travail au moment de la crise économique de 2008 pourrait être une raison pour laquelle on a comme tendance à retourner rapidement à notre enfance. Il y a aussi le fait que sur Internet, les niches sont célébrées. Par exemple, je parle de la montre de la fille qui a décidé de porter sa montre Indigo pour vivre sa nostalgie publiquement. Mais il y a 15 ans, si une personne avait eu envie de vivre cette nostalgie-là, ça serait probablement seulement arrivé dans une boîte, dans le garage, puis la poupée aurait mis sa montre, puis il y a peut-être sa famille, puis 2-3 personnes au travail qui l'auraient remarqué, alors que maintenant, sur Instagram, tout le monde fait « Wow! Quel bon moment nostalgique que tu viens de nous offrir! » Alors ça catapulte les situations où on peut célébrer cette nostalgie-là ensemble, puis l'Internet galvanise donc les petites communautés et permet de célébrer cette nostalgie très très jeune, j'en conviens. Puis c'est intéressant aussi parce qu'en discutant avec l'équipe de mon sujet, on m'a dit, oui, mais toutes les générations sont nostalgiques. Oui, Pourquoi est-ce que les milléniaux sont spéciaux? Puis moi, je pense que c'est vraiment grâce à l'Internet. Mais en même temps, je me suis dit, wow, est-ce que je suis en train de prétendre que notre génération est spéciale? Parce que si oui, c'est tout à fait millénaire. Et c'est tout à fait aussi le réflexe jeune là, de penser qu'on est toujours... On est les seuls au monde à être nostalgiques. Mais on est souvent aussi nostalgique de périodes de l'histoire qu'on n'a pas connues. Aussi, ça c'est fascinant, les années 80, les 2 plus belles années de ma vie. Pourtant, j'écoute du Phil Collins constamment, j'ai l'impression que je suis identifié à cette période-là. C'est fascinant quand même. Puis aussi, même au niveau de la musique, il y a un gros courant dans le lo-fi hip-hop présentement où on essaie de recréer le jazz des années 70 au Japon, le côté smooth, le côté feutré, le côté club de jazz. Puis pas trop de machines pour bidouiller les sons. Exact. On recrée le son du vinyle. On essaie d'imiter numériquement les artefacts de l'époque, et c'est quand même fascinant de voir que, encore une fois, il y a beaucoup de nostalgie dans cette époque-là. Les visuels qu'on utilise pour accompagner les chansons de lo-fi hip-hop, qui sont vraiment des petits beats là, très doux et lo-fi, comme tu mentionnais, ben c'est souvent des émissions de télévision des années 90, des extraits visuels des Simpsons qu'on a modifiés, ajouté un filtre pourpre, par exemple, pour rendre plus moderne, et ça nous met comme dans un mode où on se rappelle où on était, comment on était à l'époque, mais avec juste une petite teinte plus moderne qui nous montre qu'on n'est pas juste en train de regarder les Simpsons, on est en train de regarder une vision nostalgique des Simpsons. Puis en mode, Julie Bouchinger, on table beaucoup là, sur la nostalgie et le rétro. Absolument, oui, il y en a un petit peu pour tout le monde. On a vu les années 70 revenir, mais les années 2000 font un gros retour en mode avec par exemple, le pantalon taille basse risque de revenir. Oui, mais on se rappelle des chokers de plastique, là, les fameux petits colliers avec les tresses autour du cou là, qui sont revenus, c'est incroyable. C'est fascinant à voir. Puis aussi, c'est vrai que les milléniaux n'ont pas le monopole de la nostalgie. On peut penser à Star Wars, par exemple. On a un nouveau film de Star Wars qui s'en vient cette année. Et ce qui est fascinant, dans la plupart des critiques qui ont été faites sur la nouvelle trilogie de fiction proposée par Disney, c'est que c'est la même chose que la première version. Alors, tu sais, on a une nouvelle Death Star, on a des Stormtroopers, on a une nouvelle manière de battre l'ennemi d'une manière tellement difficile. C'est l'équivalent de trouver une aiguille dans une botte de foin. Bref, c'est le même scénario avec des nouveaux personnages. Pas grand-chose dans le fond. Hein, je pense que la nostalgie a fait ses preuves commerciales et peut-être qu'on est coincé dans cette rhétorique.